Bonsoir, madame, monsieur, et merci d'être avec nous à la une ce soir. Le poulet sera disponible en quantité et en qualité pour la fête de la Korité et les prix de denrées ne connaîtront aucune hausse. Assurance du ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, que vous entendrez en début de ce journal. Plus de 100 millions de faux billets de banque saisis dans un bus de transport en commun en provenance de Diaoubé. Les détails à suivre avec le sous-lieutenant Momarnias, chef de la brigade mobile des douanes de Guinguinéo. Et en cette veille de fête, les teinturiers ne se frottent pas les mains. Moins de commandes constatées cette année par ces artisans. Comme tous les samedis, l'article de la semaine avec Elhaj Malik Sissé. Bienvenue à tous. Le ministre du Commerce et des PME-PMI donne l'assurance que les prix de denrées de première nécessité ne connaîtront pas de hausse durant les fêtes de Korité et que le poulet sera disponible en qualité et en quantité. Aminata Assom Diatta a effectué une visite à la zone industrielle de Mbao. Ses propos sont recueillis par Mamadou Lamine Fati. Le commerce fait pour le maintien des prix quand même stables, mais aussi à un niveau acceptable, mais aussi en termes de qualité. Ce sera l'occasion d'échanger sur toutes ces questions, mais vous assurer quant au respect de façon générale quand même des prix. Évidemment, il y a des produits que nous importons. Et comme nous importons ces produits, si au niveau international il y a une hausse, il reste évident qu'au niveau national, nous allons constater une hausse. C'est le cas un peu de l'huile. Donc, mais vraiment de façon beaucoup plus large, nous pourrons débattre. La semaine, dès le lundi, nous allons effectuer d'ailleurs une visite à la Sedima, l'abattoir de la Sedima, vraiment pour voir un peu ce qu'ils font et la disponibilité en poulet. Je pense que pour ce qui est de la disponibilité en poulet, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et également, nous avons l'oignon et la pomme de terre qui est disponible sur le marché à des prix très abordables. Maintenant, aussi, ce sont des questions sur lesquelles nous allons revenir donc, au cours de l'événement du 11 mai, parce que nous allons d'abord visiter certaines entreprises le lundi et le mardi, nous allons échanger. Mais retenez qu'actuellement, nous avons un marché correctement approvisionné, les denrées sont abordables. Je pense que même il y a eu des éléments qui sont passés dans la presse pour quand même mettre en exergue le fait qu'il y a une bonne disponibilité des produits, surtout locaux, à un prix abordable. Et autre chose, le ministre Assom Diatta se prononce sur le projet de découpage de Dakar et demande aux Massarois d'être au devant de l'initiative. Elle pense que le découpage n'aura pas d'impact sur les actions qu'elle mène à Keur Massar. Elle est toujours avec Mamadou Lamine Fati. Oui, le redécoupage de Kermassar, je pense qu'il y a déjà des discussions qui sont en cours. Il y a certes le travail technique qui est fait, mais il y a des consultations qui sont menées au niveau local. Donc j'ai vu des convocations pour que les communes puissent se prononcer. Donc je pense que dans un premier temps, en tout cas aborder cette question actuellement pourrait quand même être prématuré, mais je ne pense pas que le découpage impactera notre action dans la commune de Kermassar et dans le futur département de Kermassar. Nous restons engagés auprès des populations et nous comptons leur apporter des réponses. Et nous pensons également que les Massarois doivent prendre leur destin en main et commencer à réfléchir sur le nouveau Kermassar. Qu'est-ce que nous voulons faire de Kermassar? Qu'est-ce que nous attendons en tout cas d'une prochaine équipe municipale? Quelles sont nos ambitions? Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils restent en retrait, qu'ils attendent qu'on leur fasse une offre, mais ils doivent être proactifs et aller dans ce sens. Le conseil municipal de la commune de Diamniadio va abriter l'arrondissement qui va polariser Yen et Sébikotane en plus du village de Ndoukourapel rattaché à la commune. Le maire s'est réjoui de ce découpage qui ne fait que rétablir une cohérence territoriale selon Mamadou Moulay Gueye qui répond à Babacar Sek. Le village de Ndoukoura est totalement intégré, rattaché à la commune de Diamniadio.
Je crois que l'histoire retiendra qu'aujourd'hui, ce vendredi 7 mai, un événement d'une grande portée est survenu dans la collectivité territoriale de Diamniadio. Monsieur le Président de la République n'a fait que rétablir une vérité historique. Ndoukhoura a toujours fait partie de Diamniadio. Nous avons toujours géré administrativement, socialement, économiquement et politiquement Ndoukhoura. C'est pourquoi je dis que aujourd'hui, le président de la République n'a fait que rétablir une vérité. Et cette décision, importante décision, nous la partageons avec tout le monde. Donc, je ne peux que m'en réjouir grandement. Et pendant ce temps, le conseil municipal de Bambilor s'est réuni en procédure d'urgence suite au projet de redécoupage du département de Rufisque. Sur 48 conseillers présents, 11 ont voté pour ce projet et 37 contre. Selon le député maire de Bambilor, 7 villages et 3 cités seront amputés de sa commune, ce qui représente une grande partie de son budget. Pour Ngagne Diop, c'est plutôt la commune de Sangalkam qui doit être attachée à Bambilor. On l'écoute. Comment vous pouvez créer une commune ou bien faire un découpage sans régler ou détailler l'aspect économique? Je reviens sur l'aspect économique. Le budget de la commune de Bambilor, 70% provient des villages qu'il veut rattacher dans sa commune. Donc la population, il dit c'est 53 000 habitants. C'est 65 000 habitants. Aujourd'hui, la commune de Bambilor, ces 12 villages, fait 35 000 habitants. Ils n'auront aucune ressource financière. Il est le ministre des collectivités, il y a le ministre des Finances. Il sait que Bambilor, dans son budget, 60% ou 70%, c'était de la selle. Toutes les infrastructures, toutes les sociétés se trouvaient dans ces villages. Il le rattache dans sa commune. Mais je me suis dit que c'est lui qui doit être le garant du Code général des collectivités territoriales. S'il juge que Sangalkam n'est pas viable, pourquoi phagocyter, prendre les ressources financières de la commune de Bambilor, le rattacher dans sa commune? Mais si nous visitons l'histoire du Code général des collectivités territoriales, mais qu'il utilise c'est lui qui doit être le garant de l'article 74, qui dit que s'il y a une collectivité territoriale pendant 3 ans non viable, mais qu'on le rattache à Bambilor, Sangalkam doit être rattaché à Bambilor. C'est la vérité. Des propos recueillis par Babacar Seck. Les notables de Djilar désavouent le collectif pour la défense des intérêts de Djilar, non sans accuser l'État d'avoir négligé le découpage des frontières entre Nengeler et les villages voisins. Selon eux, l'urgence est la restauration des frontières galvaudées par leurs voisins Nengeler et pour éviter l'irréparable. Le compte rendu de Muntagakan. Les notables de Djilar ont désavoué les jeunes du collectif pour la défense des intérêts du village qui ont demandé l'expropriation du promoteur. Ces jeunes-là ne savent pas ce qu'ils disent, qui ne savent pas juger ce qui est profitable aux populations ou non. Ce sont les adultes qui connaissent la situation et qui peuvent apporter quelque chose de probant pour le village. Mais ces jeunes sont très prétentieux. Ils accusent l'État de négligence par rapport au tracé des frontières entre Nengeler et Djilar. C'est le gouvernement qui est le responsable de tous ces trous. Il aurait dû résoudre les différends depuis longtemps. Toutes les autorités administratives du département et leurs équipes se sont mobilisées et ont délimité les frontières entre les deux villages. Dès qu'ils ont quitté, ceux de Nengeler ont détruit toutes les bornes. Nous voulons mettre fin à cette supercherie. Les notables de Djilar demandent à l'État de définir au plus vite les frontières entre les deux villages avant que l'irréparable ne se produise. Entre Nengeler et Djilar, il y a un arrêté préfectoral et nous demandons alors que cet arrêté soit respecté. Sinon, ils n'ont qu'à se préparer à endosser toutes conséquences néfastes pouvant découler de cette forfaiture. Le préfet du département a annoncé être à pied d'œuvre pour apporter une solution à ce délicat litige foncier.
Et la subdivision des douanes de la zone centre continue sa lutte sans merci contre les trafiquants de drogue dans la région de Kaolack. En un mois, les soldats de l'économie ont saisi plus de 2 tonnes de chanvre indien, estimé à plus de 200 millions de francs CFA. Une situation qui préoccupe les autorités de la zone centre à Damassar. Les douanes de la zone centre multiplient les exploits dans la lutte contre le trafic de drogue. En un mois, 2 tonnes, 140 kg de chanvre indien ont été saisis, une valeur de 227 200 000 francs CFA. La brigade commerciale des douanes de Kër Ayib, dans sa mission de lutte contre la fraude, a eu à effectuer une saisie estimée, une saisie de chanvre indien d'un poids d'1 tonne 400 pour une valeur estimée à 168 millions de francs CFA. Concernant les 2 unités qui dépendent de la subdivision des douanes de Kaolack, vous vous rendrez compte que le poids total est estimé à 2 tonnes 140 kg de chanvre indien pour une valeur totale de 227 200 000 francs CFA. Pour permettre à la douane sénégalaise de mieux mener ce combat, les autorités gambiennes s'engagent à les soutenir. Vous savez, le Sénégal et la Gambie, c'est le même peuple. Je suis ici avec le gouverneur Sidi Lamine Kane. Il lui-même avait écrit une lettre à son homologue de la région de Kaolack pour voir comment nos forces de défense et de sécurité peuvent travailler ensemble. Voilà. Face à cette situation, les autorités administratives et locales tirent la sonnette d'alarme. L'État du Sénégal est conscient de ça. Et aujourd'hui, il est difficile. Donc les trafiquants s'adaptent aujourd'hui. Donc l'État a le devoir également, à travers ses agents, de contourner ou bien en tout cas de réfléchir plus vite que ces trafiquants pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Les populations qui doivent coopérer avec les forces de renseignement, la force de la gendarmerie, la douane. Il faut quand même que les populations se rendent compte que c'est un danger pour nous, pour notre santé, pour notre économie. Je pense que cette nécessité de coopération s'impose. La porosité de nos frontières préoccupe au plus haut point nos forces de défense qui ne ménagent aucun effort pour faire face. Restons avec les soldats de l'économie dans la zone centre qui ont effectué une saisie de faux billets de banque estimée à 100 millions de francs CFA. C'est dans un bus de transport en commun en provenance de Diaoubé que la saisie a été effectuée. Écoutons à ce propos le sous-lieutenant Momarnias, chef de la brigade mobile des douanes de Guinguinéo au micro de Adamassar. La saisie a été effectuée la nuit du 4 mai sur un bus en provenance de Diaoubé qui partait à Dakar. C'est au niveau du barrage de Ngatch, se trouve entre Kaolack et Merkilan. Bon, malheureusement, on n'a pas pu appréhender le malfaiteur qui a pu bénéficier au moment du contrôle pour s'échapper. Après avoir saisi les billets, nous avons requis l'expertise de la BCEAO. Les billets étaient allés à Dakar au niveau de la BCEAO et ils ont confirmé que véritablement c'était des faux billets qui consistent à 89 faux billets de 200 € et 2276 faux billets de 100 €. Le tout en total de 245 000 billets. Et la compte-valeur en francs CFA est évaluée à plus de 160 millions. Pour les préparatifs de la fête de Korité, nous avons fait une immersion dans l'univers des teinturiers. Ceux-là qui recevaient plusieurs commandes en cette veille de fête voient leurs chiffres en baisse. Le quotidien et les mots de la teinture dans ce reportage signé Aïssatou Kane et Augustin Mandan. Cité des eaux, les teinturiers sont submergés dans leurs besognes. Un des leurs s'active pleinement avec son apprenti. Il nous confie que les types de teinture dépendent des commandes. Nous vendons toutes sortes de teintures. On se base surtout sur le Getzner. À partir de là, nous faisons des tubes TAC, VIP, Facebook. Mais cette année, le VIP ne marche pas vraiment. Il y a aussi le tube brillant. C'est un nouveau modèle. Les gens viennent petit à petit, bien qu'ils ne soient pas nombreux.
Une tâche qui implique un travail à la chaîne, du pourvoyeur de tissus, passant par le teinturier, les peintres, aux finitions que l'on appelle en wolof tape, et le tailleur. C'est tout un art. Le métier de la teinture est une affaire de famille pour ce jeune homme. Les prix varient et il y en a pour toutes les bourses. Non, cuubi seerul presque cuubi moom ça dépend ci boromam noo ñëwee rek. Ça dépend de la bourse et du choix des clients. Les prix varient de 10 000 francs à plus de 150 000. Ça dépend ci li nga bëgg quoi presque benn catégorie. Un des maillons de la chaîne, ce tailleur le plonge dans leurs difficultés quotidiennes. Avec la Covid-19, les commandes ont beaucoup baissé. fii boo fi ñëwoon client yi rek ñoo lay teree dugg fii da nga doon gis boo ñëwee fii dañuy gis client yoo xam ne. Avant, de nombreuses personnes venaient ici. Il nous était même difficile d'entrer parfois sur les lieux. Les clients qui venaient nombreux nous aidaient même dans le travail. Mais cette année, c'est très compliqué. Je vendais plus de 2 balles de 20 pièces à 7 500 francs. En ce moment, c'est très compliqué depuis le début du mois de Ramadan. J'en ai vendu aucune. Il faut nga waxaale ci ba kii man nee naa la li koor bi commencé ak léegi jaayuma fi bal. Le tchoub ou teinture, un tissu, un art apprécié des Sénégalais. Les périodes de pointe pour la vente sont les moments de fête religieuse. Cependant, avec la Covid-19, les clients se font rares. Du sport à présent, la NPS a organisé ce samedi un panel pour faire le bilan de 11 années du football professionnel au Sénégal. L'objectif étant de diagnostiquer le football sénégalais pour le rendre plus performant. Abouté Disso pour le compte-rendu. Bon, écoutez, nous sommes aujourd'hui convaincus qu'au-delà de la collecte, la diffusion et le traitement de l'information qui est dévolu à la presse, nous avons aussi un autre rôle, c'est-à-dire de participer positivement dans le développement du sport, dans sa globalité et du football en particulier. Donc l'objectif fondamental aujourd'hui de ce panel, c'est de construire. Ça fait quand même 12 ans que la Ligue professionnelle a été mise sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, nous voulons quand même s'arrêter à un certain moment donné pour faire un bilan d'étape, revoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour améliorer notre football. Donc c'est extrêmement important et ça tombe à un moment où il y a 2 clubs quand même sénégalais, Tinguet Football Club dont la naissance ne dépasse même pas une dizaine d'années. Le Jaraaf de Dakar a fait encore mieux et aujourd'hui est presque quart de finaliste. Il pourrait même atteindre encore les demi-finales et pourquoi pas remporter ce titre continental derrière lequel nous courons et que la Jaraaf de Dakar a eu arrêté en 1998. Donc notre rôle en tant que journaliste aujourd'hui, c'est de revoir tout ça. À la fin des travaux, nous allons tout mettre dans un rapport que nous allons déposer auprès du ministère des Sports, de la Fédération sénégalaise de football, de la Ligue professionnelle. Ça sera une sorte de contribution de l'ANPS pour le développement de notre football. La journée internationale de la presse a été célébrée autrement au Sénégal. La coordination des associations de presse a tenu ce 3 mai un sit-in à Dakar et dans les autres régions. Une forte mobilisation pour dire non à toute tentative de musellement, d'intimidation et de précarisation de la presse sénégalaise. Sa presse dans la rue, selon Ibrahima Diallo, chef du desk Société et Environnement du quotidien, de Sud Quotidien. Et c'est l'article de la semaine signé El Hadj Malick Sy. C'est Seydina Mbaye. Ils ont déserté les rédactions pour crier le ras-le-bol devant le ministère de la Culture et de la Communication. Résultat, sa presse dans la rue. Voilà le principal titre qui barre la une de Sud Quotidien. Un jeu de mots décortiqué par le chef du desk Société et Environnement. Ce titre fait référence au rassemblement qu'il y a eu. Le rassemblement, c'est le rassemblement de la presse. Et c'est la presse qui met la pression sur les autorités pour le respect de certains droits, notamment la liberté de presse, la viabilité des entreprises de presse, etc. Il y a tout un ensemble de revendications de la presse
Comme c'est une pression, on a joué avec le mot presse et pression pour dire la presse était déjà dans la rue. On pouvait dire la presse dans la rue, on a dit sa presse dans la rue. Je crois que c'est une démarche innovante. Cette année, ils ont choisi d'organiser un sitting devant la tutelle. La tutelle qui est chargée, ou bien qui est garant des libertés et tout ce qui importe, et tout ce qui concerne la bonne marche des activités ou bien du travail de la presse. Je crois que c'est très important et c'est intervenu dans un contexte particulier. Le contexte, c'était qu'on sortait d'une série de violences qui ont émaillé le pays en mars dernier. Et ces violences, la presse y a laissé des plumes. C'est-à-dire, au lieu de s'en prendre notamment aux manifestants, tout ça, finalement, la presse était confondue aux manifestants. On a entendu même une autorité qui demandait qu'on gaze la presse et tout ça, alors que la presse était là pour informer en temps réel et juste et vrai les populations du déroulé de ces manifestations et de ces événements. La presse n'a rien à voir avec les manifestants, mais la presse est là pour informer. Sans compter les attaques des organes de presse, sans compter des menaces contre des journalistes dont le seul tort est d'informer juste et vrai. Doyna, ça suffit. Cri de cœur de journalistes et techniciens. L'accent a été mis sur les menaces, violences et précarité de la presse. Le SYNPICS réclame toujours la loi d'accès universel à l'information. Le droit à l'information doit être consacré, même si la Constitution consacre le droit, l'expression, la liberté de presse et la liberté d'opinion. Mais tant qu'il n'y a pas le droit à l'information, les journalistes sont calés quelque part. Comme le disait Bamba dans le qui, on ne doit pas continuer à être jusqu'à nos jours des journalistes de compte rendu, mais des journalistes, par exemple aujourd'hui, sans cette loi sur l'accès à l'information, on ne peut pas mener certaines enquêtes. Tu mènes des enquêtes, mais tu ne peux pas mettre la main sur certains documents qui sont classés ou bien qui... C'est des problèmes. Même si vous venez à disposer de ces documents, vous pouvez être poursuivi pour recel de documents. Parce que c'est pas... Alors qu'avec la loi sur l'information de la presse, ça va définir quel document devrait être à la disposition des médias, quel document devrait être estampillé top secret, ainsi de suite. Et puis ça va faciliter les enquêtes aux journalistes. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le même cas. C'est la croix et la bannière pour enquêter sur un sujet donné. Vous allez dans l'administration, c'est des demandes qu'on vous demande d'écrire une demande. Une demande est adressée, souvent c'est sans réponse. On est obligé de recourir à des secondes mains ou des personnalités d'à côté pour faire nos articles. L'accélération des réformes dans le secteur des médias, une préoccupation majeure de la CAP. La tutelle, pour sa part, rassure. Le représentant du ministre, Ousseynou, a dit, il a bien lâché le mot, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il dit que maintenant c'est fini le temps de parler. Il faut passer à l'action. Mais nous les attendons à l'action maintenant. Parce qu'on ne peut pas voter un code depuis 2017 pour uniquement des décrets d'application de ce code. On traîne pendant 4 ans. Maintenant, on va bientôt entrer dans les 5 ans alors qu'il suffisait d'une volonté politique pour que tout soit réglé avant qu'on ne soit aujourd'hui ou bien avant. Mais malheureusement, plus ça traîne, plus la coopération empathie. Parce qu'il y a des gens qui continuent d'affluer. Il y a le problème de l'assainissement qui va se poser parce que toujours il y a des gens qui sont là et que les gens continuent à venir alors que la carte nationale de la presse censée contribuer à l'assainissement du métier vient d'être lancée il n'y a que 1 ou 2 mois au maximum. Autre défi, le respect de la convention collective nationale du secteur des médias. On ne peut pas rejeter tout le tort sur l'État. C'est vrai que l'État a une grande responsabilité dans la liberté de la presse, dans le travail des journalistes, surtout les conditions. Mais aussi les organes de presse, surtout les patrons, ils ont leur part de responsabilité. Je crois que déjà depuis le début du mois de l'année 2021, suite à sa sortie, lors du briefing après son discours à la nation, le président a décidé d'accélérer la cadence et on a vu qu'un certain nombre de décrets ont été pris. Mais malheureusement, c'est sur la bonne voie. Mais avant ça, il y avait la convention collective qui est entrée en vigueur depuis 1 an plus tôt. Et jusqu'à présent, certains organes rechignent à l'appliquer. Au moins, nous réclamons à l'État certains avantages, certaines considérations, mais à nous aussi
d'appliquer cette convention au sein des rédactions pour mettre au minimum, pour mettre les jeunes reporters qui sont sur le terrain dans les meilleures conditions. Si on appliquait la convention à notre niveau, certains organes ont commencé à l'appliquer, machallah. D'autres sont allés même au-delà de la convention collective en adoptant des conventions maison qui rémunèrent beaucoup plus que la convention collective. Mais ce que le SYNPICS réclame, ce que la CJRS réclame, ce que tout le monde réclame, au minimum pour ces reporters, ces techniciens, ces preneurs de son, ces photojournalistes, etc., caméramens, c'est qu'on applique la convention et la convention qui détermine les grilles salariales de toutes les catégories et suivant les niveaux. La presse reste et demeure un pilier fondamental dans la consolidation de la démocratie. Le sit-in du 3 mai restera à jamais gravé dans l'histoire du Sénégal. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez informés sur www.emedia.sn. À suivre ce soir votre série Dérapage. Et à 22h30, Iftar avec Boubacar Diallo et Imam Biram Pouy. Bonne soirée à vous et à demain.